Dans l'exercice numéro 6, il était question du transport diffusif du glucose le long d'un axone. Donc on s'intéresse à cette diffusion du glucose depuis ce qu'on appelle le corps cellulaire du neurone, où la concentration en glucose sera notée G0, concentration du glucose dans le corps cellulaire, on la suppose constante à l'intérieur du corps cellulaire, et donc ce glucose va diffuser tout le long de l'axone, dont la longueur sera notée grand L, et qu'on assimile donc à un tube de longueur grand L et de section grand S. Ce qu'on vous dit, c'est que le long de l'axone, la concentration en glucose va progressivement diminuer car ce glucose, il est consommé par différents phénomènes le long de l'axone. Et pour traduire cette destruction du glucose le long de l'axone, on utilise une grandeur alpha qui représente la quantité de matière de glucose consommée par unité de temps et par unité de longueur de l'axone. Donc, conformément à cette définition, cette grandeur sera exprimée, comme c'est indiqué ici, en mol par mètre et par seconde. L- Puisqu'on vous dit alpha est une grandeur qui indique la quantité de matière de glucose, donc en mol, consommée par unité de temps, donc par seconde, et par unité de longueur de l'axone, donc par mètre. On vous donne également la valeur du coefficient de diffusion du glucose dans l'axone, D égale 2 × 10 - 10 mètres carrés par seconde. Et on vous précise une information qui sera utile pour la question 2 à propos de la loi de Fick. On en reparlera tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on vous dit qu'on se place dans le problème en régime stationnaire, faire un bilan de quantité de matière en mol sur une tranche infinitésimale de l'axone entre deux sections d'abscisse x et x plus dx, et montrer que le flux molaire le long de l'axone vérifie l'équation différentielle indiquée ci-dessous. Donc, la question telle qu'elle est posée demande de faire un bilan de quantité de matière, donc en mol, donc de dénombrer le glucose en comptant ça en mol sur une tranche infinitésimale de l'axone qui est représentée ici. Vous voyez, on imagine que l'axone, c'est ce tube ici, de section S et de longueur grand L. Donc, le système qu'on va étudier, c'est juste une tranche d'axone ici qui est assurée entre l'abscisse X et l'abscisse X plus dx. C'est ce que j'ai fait ici, donc j'ai bien présenté le système et donc on doit faire un bilan de quantité de matière. Donc j'ai pas mis des grands N. Un grand N, c'est quand on fait un bilan en dénombrant les particules les unes indépendamment des autres. Là, on va les compter euh, en quantité de matière, donc par paquet de 6,02 10 puissance 23 mol, hein. Donc le bilan reste, la manière de faire le bilan est le même, c'est-à-dire que on va étudier la variation de quantité de matière de glucose entre l'instant de date t et l'instant de date t plus dt. Donc cette variation, eh bien, ce sera une augmentation si j'ai des molécules de glucose qui rentrent à l'abscisse x de mon système. Donc petite quantité n, puisque c'est une petite quantité de matière. Ensuite, j'ai des molécules qui peuvent sortir à l'abscisse x plus dx, donc ça va faire diminuer le nombre de molécules dans mon système, donc moins delta petit n qui sortent en x plus dx. Ensuite, si j'ai des molécules de glucose qui sont créées à l'intérieur du système, ça va faire augmenter le nombre de molécules de glucose dans le système, donc il y a un signe plus pour cette quantité. Et si j'ai des molécules de glucose qui disparaissent, qui sont détruites, eh bien ça va faire diminuer, donc il y a un signe moins, ça va faire diminuer le nombre de particules de glucose dans mon système. Vu qu'on se place en régime stationnaire, ça signifie que le nombre de molécules de glucose dans le système assuré ici sera constant pendant toute l'étude. Donc ça sous-entend que s'il est constant à l'instant t, il est le même qu'à l'instant t plus dt, donc la variation est nulle. Ensuite, le nombre de molécules de glucose qui rentrent et le nombre de molécules de glucose qui sortent, eh bien, sera relié par définition au flux. Alors, plus particulièrement ici au flux molaire, puisque là, c'est une quantité de matière, donc le résultat doit être en mol. Donc, j'applique la formule donc, du flux, hein. Le flux, on avait vu que c'était la quantité de particules divisée par la durée, mais là, ici, la quantité de particules ne sera pas sans unité, elle sera comptée en mol. Et donc, c'est pour ça qu'on introduit plutôt la notion de flux molaire. Le flux molaire est exprimé ici, donc, je ne sais pas si on vous l'indique dans les notations, mais le flux molaire est en mol par
par mètre cube. Donc si vous faites quelque chose qui est en mol par mètre cube, pardon, pas du tout. Le flux molaire est en mol par seconde, désolé. Donc, si un flux molaire est en mol par seconde et que vous multipliez par des secondes, ça vous donnera un résultat qui est en mol. C'est bien ce qu'on veut. Donc, delta petit n rentrant, c'est le flux molaire rentrant à l'abscisse x fois la durée, la quantité de matière, de molécules de glucose qui sortent en x plus dx, c'est le flux molaire en x plus dx fois la durée. Euh, il n'y a pas de création de molécules de glucose le long de l'axone, donc cette petite quantité n de création est nulle. Par contre, il y a des molécules de glucose qui disparaissent. Donc ces molécules de glucose qui disparaissent, elles sont mentionnées dans l'énoncé ici. On note alpha, la quantité de matière qui sont consommées, donc qui sont détruites par unité de temps et par unité de longueur. Donc si je veux un résultat qui soit en quantité de matière, puisque c'est bien le cas ici. Là, c'est une quantité de matière que j'ai. Ici, c'est des moles. Je veux connaître le nombre de moles de molécules de glucose qui sont consommées, non, le nombre de molécules de glucose, voilà, qui disparaissent, hein, qui sont consommées pendant la durée d'été, le long de cette petite tranche qui mesure dx finalement, hein. C'est sur une longueur dx de l'axone. Bah, si j'applique la relation qui est proposée ici, alpha étant mol par mètre par seconde, si je veux un résultat en mol, il faut que je multiplie par une grandeur qui soit des mètres et par une grandeur qui soit des secondes. Si je multiplie mol par mètre par seconde par des mètres et par des secondes, ça donnera bien un résultat qui sera uniquement en mol. Donc, quelle est la longueur qui est en mètres qui m'intéresse? Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est cette longueur sur laquelle les molécules de glucose vont être consommées. Donc, mon système mesurant une longueur grand L mesurant une longueur pardon, dx, eh bien la longueur à prendre en compte, c'est la longueur dx, hein. Mon système n'est étudié que sur cette tranche entre l'abscisse x et x plus dx. Donc la longueur à prendre en compte, ce sera dx. Et euh, il manquerait quoi? On a dit qu'il manquait donc la durée pour pouvoir avoir, il faut que je multiplie par des secondes, on a dit, pour faire disparaître ce par seconde et que le résultat final soit en mol. Donc il faut que je multiplie par une durée. Donc la durée à prendre en compte, c'est pas compliqué, eh bien c'est la durée d'étude. La durée d'étude, qu'est-ce que c'est? J'étudie entre deux instants de date t, t plus dt. Donc, je vais multiplier par dt. Donc, si je fais alpha fois dx fois dt, c'est-à-dire le alpha fois la longueur de la tranche que je suis en train d'étudier fois la durée pendant laquelle je fais l'étude, eh bien, ça me donnera le nombre de molécules de glucose qui disparaît en quantité de matière, hein. J'ai plus qu'à appliquer tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. On peut simplifier par dt partout. dt n'est pas nul. Et si on regroupe, puisque le but était de faire apparaître une équation différentielle sous la forme dérivée du flux molaire égale moins alpha, donc j'ai isolé le moins alpha et j'ai essayé de voir si ça donnait bien la dérivée du flux molaire. Donc pour isoler moins alpha, eh bien ça vous donne cette expression, flux molaire à l'abscisse x plus dx moins flux molaire à l'abscisse x, le tout divisé par dx égale moins alpha. Et effectivement, flux molaire à l'abscisse x plus dx moins le flux molaire à l'abscisse x, eh bien, c'est une variation de flux molaire, je pourrais dire, donc c'est ce que j'ai marqué ici, d phi m, des variations de flux molaire. Et donc, j'ai variation de flux molaire sur la longueur dx de l'axone également alpha, ce qui se traduit donc par la dérivée du flux molaire par rapport à x est égal à moins alpha. Donc, j'ai bien abouti à la bonne relation. Question suivante, on vous demandait d'appliquer la loi de Fick et de montrer que la concentration molaire en glucose vérifiait l'équation différentielle indiquée ici. Donc la loi de Fick ici est un peu particulière puisqu'on nous dit qu'elle va s'écrire de la même manière pour des flux molaires, puisque c'est vrai qu'ici on raisonne avec des flux molaires, donc non pas juste en par seconde pour un flux classique de particules, mais en mol par seconde. Euh, donc, on vous dit que la loi de Fick s'écrit de la même manière pour des flux molaires et des concentrations molaires. Donc, dans la loi de Fick qu'on va utiliser, il y aura des flux molaires et des concentrations molaires, comme on avait des flux de particules phi et des densités volumiques de particules. Donc, ça veut simplement dire quoi, cette manière d'énoncer les choses? Bah, qu'au lieu d'écrire la loi de Fick comme on le faisait habituellement sous une forme flux, c'est-à-dire phi égale moins d fois s fois la dérivée de n étoiles, eh bien, je vais appliquer non pas flux, mais flux molaire.
et au lieu que ce soit la dérivée de n étoiles, ce sera la dérivée de grand C. C'est ça que ça veut dire en fait cet énoncé. Donc on adapte, et c'est ce que j'ai mentionné ici, d'après l'énoncé. L'énoncé de la loi de Fick est le suivant. Donc à la place du flux classique, c'est le flux molaire, et à la place de n étoiles, de la densité volumique de particules, eh bien c'est la concentration molaire en glucose ici que je prends en compte. On peut vérifier que c'est complètement homogène avec les unités qu'on a mentionnées ici. Le flux molaire est en mol par seconde. Si vous mettez donc un D qui est en mètres carrés par seconde, une surface en mètres carrés, une concentration de glucose en mol par mètre cube, attention à cette unité, pas mol par litre, mol par mètre cube, et dx, donc la tranche d'étude de l'axone qui est en mètres, eh bien, ça vous donne bien quelque chose qui est complètement homogène. Donc, la question demandée, simplement d'utiliser cette loi de Fick. Donc, comment je vais l'utiliser? Eh bien, le flux molaire, j'ai une expression pour le flux molaire. Je vais la remplacer dans l'expression précédente. Donc, la dérivée du flux molaire, c'est-à-dire la dérivée de cette chose-là, la dérivée de moins ds dg sur dx, c'est ce que j'ai marqué ici, est égale donc à moins alpha. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Alors, j'ai juste un peu simplifié les choses, c'est-à-dire que j'ai sorti le moins ds, puisque d est une constante, s est une constante. Donc je l'ai sorti devant la dérivée et ça fait la dérivée, vous voyez, il y a d sur dx de dg sur dx. Donc c'est la dérivée seconde de la concentration en glucose. Donc si on reformule et qu'on passe le moins ds de l'autre côté, le signe moins disparaît et ça vous fait donc que la dérivée seconde de la concentration en glucose par rapport à l'abscisse x est égale à alpha sur ds. Donc alpha est une constante, d est une constante, s est une constante. Question numéro 3. On vous demande en supposant que le flux en glucose est nul à l'extrémité x égale grand L de l'axone, trouver la solution de cette équation différentielle. Donc c'est bien une équation différentielle, même s'il y a juste la dérivée seconde. Du moment qu'il y a une dérivée d'une grandeur, on appelle ça une équation différentielle. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est la solution, c'est-à-dire l'expression de Granger. Quelle est l'expression de Granger qui vérifie cette équation différentielle? Donc on connaît l'expression de la dérivée seconde de Granger. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Si la dérivée seconde est une constante, eh bien, je peux dire que la dérivée première, c'est cette constante fois x. Puisque cette constante fois x, si vous le dérivez, ça donnera bien la dérivée seconde qui vaut alpha sur ds. Mais moi, c'est pas la dérivée première qui m'intéresse, c'est Granger. Donc, il faut que j'intègre deux fois finalement, si vous voulez, cette relation. Donc, si je l'intègre deux fois, eh bien, ça vous donnera du alpha sur ds fois x carré sur 2 plus a fois x plus b. Ceux qui ne sont pas convaincus, dérivez ça par rapport à x, et vous allez voir que ça donne bien 2 fois de suite, par contre, puisque ça c'est g. Moi, c'est la dérivée seconde que j'ai ici. Donc, si vous dérivez 2 fois de suite cette expression par rapport à x, eh bien, vous allez bien obtenir alpha sur ds, puisque la dérivée première de x carré, c'est 2x, et la dérivée de 2x, ensuite, c'est 2. Donc, la dérivée seconde de tout ça, c'est alpha fois 2 sur 2ds, donc ça le fait alpha sur ds. La dérivée première de ax, c'est a, et la dérivée de a, qui est une constante, ça vaut 0. La dérivée de b, c'est 0, et la dérivée seconde de 0, c'est une fois de plus 0. Donc on obtient bien que la dérivée seconde de g, c'est alpha sur ds. Donc la solution, effectivement, c'est celle-ci, mais ça a fait apparaître deux constantes a et b, mais ça, c'est pas un problème. On sait que grâce aux conditions imposées aux frontières du système, on peut trouver les expressions de a et b. Alors, quelles sont les conditions imposées aux frontières du système? Si on reprend l'énoncé, peut-être même déjà la figure, on vous disait que on considère que la concentration molaire en glucose dans le corps cellulaire est constante. Elle est d'ailleurs mentionnée ici, elle vaut G0 égale 1,2 10-3 mol par litre. Donc ici, lorsque x égale à 0, quand débute, si vous voulez, l'axone, eh bien, je vais poser que la concentration en glucose, eh bien, ça vaut ce G0, 1,2 10-3 mol par litre. Donc, comment ça permet de trouver une des constantes? Eh bien, si on pose effectivement que lorsque x vaut 0, la concentration en glucose pour x égale à 0 vaut ce que j'appelle G0, eh bien, si je remplace là-dedans x par 0, ce terme-là va disparaître, ce terme-là va disparaître, il ne va rester que b. Vous voyez, on remplace, il y a un 0 qui apparaît, il y a juste b qui reste. Donc, ça permet d'affirmer que ce b, c'est la concentration en glucose pour x égale à 0, c'est-à-dire ce que je note G indice 0. Maintenant, l'énoncé affirme une autre hypothèse. Dans la question 3 elle-même, on vous précise que on suppose que le flux en glucose est nul à l'extrémité x égale L de l'axone. Donc, sous-entendu, la concentration en glucose est nulle
Alors non, c'est même pas ça. Le flux devient nul lorsque x égale L. Donc, si le flux est nul, le flux, c'était quoi? On avait dit, hein, d'après la loi de Fick qu'on avait ici, le flux molaire, hein, c'était moins ds fois dg sur dx. Donc, si je reprends l'expression de g que je la dérive une première fois pour faire apparaître ce dg sur dx. C'est quoi la dérivée de g? Eh bien, c'est alpha fois 2x sur 2ds plus a, c'est-à-dire alpha x sur ds plus a. Je multiplie par moins ds, ça vous donne l'expression du flux molaire qui est donc cette expression qui est ici, voilà, tout simplement. Et cette expression du flux molaire, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, on vous dit que ce flux, il est nul lorsque x égale L. C'est ça que dit l'énoncé. Donc si le flux est nul, eh bien vous posez que cette valeur-là, ce flux molaire, lorsque x égale L, ça vaut 0. Vous remplacez x par grand L, puisque ce n'est valable que pour x égale grand L. Vous simplifiez et vous pouvez isoler A finalement. Le A, puisque finalement si ce terme est nul, c'est que alpha L sur ds plus A est nul, ou moins ds nul, mais moins ds n'est pas nul puisque ds ne sont pas nuls. Donc, c'est que cette parenthèse est nulle, ça permet d'affirmer que A est égal à moins alpha L sur ds. Donc, finalement, vous avez votre expression de G en remplaçant donc petit a, petit b par G0 et par moins alpha L sur ds, ce qui vous donne cette expression de la concentration en glucose le long de l'axone, donc c'est-à-dire en fonction de l'abscisse X à laquelle on se trouve. Et enfin, dernière question, montrer que la longueur L de l'axone ne peut pas dépasser une valeur L max dont on évaluera la valeur pour un axone dont le diamètre est fourni. Montrer que la longueur de l'axone ne peut pas dépasser une certaine valeur. Donc, si on a bien compris, et d'ailleurs l'énoncé le précise clairement, on vous dit que plus on s'éloigne du corps cellulaire, plus la concentration en glucose diminue le long de l'axone. Donc là, j'ai une concentration maximale en axone et elle doit diminuer progressivement, progressivement. Et donc, quelle est cette fameuse longueur maximale? Cette longueur maximale ne peut pas dépasser l'axone, bah, c'est la longueur au bout de laquelle la concentration en glucose va s'annuler. Donc cette concentration, si elle s'annule, c'est ça qui va permettre finalement d'aboutir à la relation recherchée. G diminuant progressivement le long de l'axone, la longueur Lmax sera atteinte lorsque la concentration en glucose G va s'annuler. Donc si vous remplacez là-dedans G par 0 et X par Lmax, ce L ici, donc c'est le Lmax, hein, si ça vaut la concentration de glucose est nulle. Vous pouvez isoler le grand L. Alors, c'est pas la peine de résoudre un polynôme du second degré, hein, puisque alpha sur 2ds fois L carré moins alpha L sur ds fois L, c'est moins alpha L carré sur 2ds, hein. Vous pouvez mettre un dénominateur commun, vous verrez que ça donne ce terme. Et donc, vous pouvez simplement isoler le L, qui s'identifie donc à un L max, puisqu'on s'est positionné dans une situation particulière où la concentration en glucose est nulle. Et donc, ça vous donne cette expression de grand L. Alors, sachant que la surface S, c'était la section de l'axone, cette section-là. Et donc, si on vous donne le diamètre de l'axone, c'est-à-dire cette longueur-là, comment est-ce que je calcule la section? Bah, la section, c'est la surface, hein, d'un cercle de diamètre D. Donc, la surface d'un cercle de diamètre D, c'est pi d carré sur 4. Si vous préférez, c'est pi r au carré, r le rayon. Mais comme r est égal à d sur 2, si je mets d sur 2 au carré, eh bien ça fait d carré sur 4. Donc la surface de l'axone, la section de l'axone, la surface de la section, c'est pi d carré sur 4. Donc il n'y a plus qu'à remplacer en faisant attention à une chose. Donc bon, les unités, ça on est d'accord. Et notamment donc d qui est fourni dans l'énoncé, il me semble, en micromètres, donc D égale 10 micromètres, donc ça, c'est pas la difficulté principale, 10 moins 6 mètres, vous êtes censé le savoir, évidemment. Par contre, j'avais insisté tout à l'heure sur le fait que dans la loi de Fick, la concentration doit être en mol par mètre cube, hein, pour avoir des unités cohérentes entre elles en physique. Donc, je dois convertir les mols par litre qui sont fournis dans l'énoncé. 1, 2, 10 moins 3 mols par litre pour la concentration de glucose en mols par mètre cube. Donc, j'ai multiplié par 1000. Évidemment, si j'ai 1,2 10 moins 3 mols de glucose dans un litre,
de solution, eh bien, dans 1000 litres, ce qui correspond à un mètre cube, j'aurai 1000 fois plus de quantité de matière. Donc, c'est pour ça que j'ai multiplié par 1000. Ça vous donne un Lmax qui vaut 9 10 - 4 mètres, c'est-à-dire 0,9 mm. Donc, l'ordre de grandeur, c'est le millimètre. Et cette valeur correspond effectivement à la longueur maximale observée. Alors, j'ai marqué pour des petits neurones, en fait, c'est pour des petits axones, notamment, par exemple, ceux qui sont dans le cerveau.